The Conversation France. In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Comment définir et mieux comprendre les rapports que nous entretenons avec le numérique et ses outils ? Quelle interaction avons-nous vraiment avec nos téléphones ou nos tablettes ? Dans une série de 4 podcasts intitulés « Le numérique et nous » et réalisés avec le Collège des Bernardins, nous allons essayer de mieux définir les liens qui nous rattachent au numérique dans notre vie quotidienne. Les outils numériques, que la plupart d'entre nous fréquentent assidûment, sont-ils vraiment nos amis ? En provoquant une forme d'addiction, souvent associée à des frustrations, ils sont source d'inquiétude, de culpabilité ou même d'agitation. Mais que faire de cette anxiété technologique ? Jacopo Bodini, vous allez nous éclairer une nouvelle fois. Vous êtes chercheur en philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3 et vous collaborez avec le département humanisme numérique du Collège des Bernardins. Bonjour Jacopo Bodini. Bonjour. Alors on va parler ensemble de l'angoisse, de l'anxiété que peuvent provoquer les outils technologiques et numériques aujourd'hui. L'angoisse, l'anxiété sont des mots très à la mode. Pourquoi est-ce qu'on en parle tant aujourd'hui ? Disons que la plupart d'enquêtes et de sondages qu'on fait auprès des utilisateurs des technologies numériques nous disent que l'anxiété ou l'angoisse, ou anxiety comme on l'appelle aujourd'hui en utilisant les mots anglais, c'est l'affect prédominant de notre époque. Il y a une vague d'anxiété, elle monte toujours plus par rapport aux sondages et aux enquêtes précédentes. Et il semblerait que notre relation avec les médias numériques serait à la base de cette vague d'anxiété. On lui attribue un peu tous les mots. Et alors, quel est l'historique de ces mots psychologiques en fonction des époques ? Parce que c'est pas neuf, c'est ce sentiment, cette sensation. Oui, c'est sûr qu'on a toujours eu la nécessité, on le voit en ce moment avec la Covid, la nécessité d'un côté et la tendance de l'autre à associer des maladies à des époques. La réflexion des Susan Sontag sur ce thème a été très intéressante parce que d'un côté, elle permettait de mettre en lumière ces liens entre la maladie et la société, mais de l'autre, elle l'a fait de manière très importante avec l'esprit de déculpabiliser les malades, ce qui était fait avant par ces liens. On avait la tendance à culpabiliser les malades. Les discours de la maladie étaient toujours un discours de honte qui cherchait toujours à mettre en évidence des comportements qui n'étaient pas bien chez la personne qui était devenue malade. Donc, par exemple, elle montre comment la tuberculose ou les cancers ont été associés avec une prétendue incapacité de s'exprimer, de faire sortir de soi-même des personnes qui après tombaient malades. Et après, il y a d'autres spécialistes qui ont repris ces concepts pour montrer comment, par exemple, dans notre société, des archives numériques qui peuvent tout rappeler et qui peuvent tout garder. Une des maladies de notre époque serait justement l'Alzheimer, qui est une maladie par contre de l'oubli, comme a montré une nécessité d'oublier qui s'est fait comme contre-tendance à ce désir de tout garder, de tout sauvegarder. Et on pourrait faire un discours semblable aussi avec la pandémie d'aujourd'hui et la viralité qui caractérise notre société numérique. Mais bien, le but dans tel discours, c'est justement de reconduire des états qu'on pourrait définir même pathologiques, pas simplement à l'individu. Et ainsi faisant, j'espère, on rejoint aussi le but des Sontag de ne pas culpabiliser l'individu, de ne pas ramener la maladie à une singularité, mais justement d'aller voir des processus sociaux qui sont derrière. Oui, donc en fait, ces angoisses, cette anxiété, elle procède plutôt d'un système ou d'un système social, et il ne s'agit pas de créer une double peine pour les personnes qui en seraient affectées, qui en souffriraient, mais plutôt de comprendre ce qui peut collectivement mener à ce genre d'état. Absolument. Vous faites une distinction entre angoisse, qui serait connotée un peu plus positivement que l'anxiété. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Avec plaisir. Il s'agit d'une distinction
un peu philosophique, on pourrait dire. En tant que philosophe, j'ai dû remarquer qu'en effet, l'angoisse est une émotion, en effet, qui est privilégiée au cours de l'histoire de la philosophie. Ce qui est rare, parce que d'habitude, les philosophes n'aiment pas trop les émotions, et surtout, disons, après Descartes. Et par contre, l'angoisse semble garder un certain privilège en tant qu'émotion positive. Pourquoi ? Parce qu'elle a la tendance à coïncider avec ce que la philosophie appelle l'interrogatif ontologique existentiel, et l'interrogatif sur l'être. Donc, chez Heidegger, par exemple, l'angoisse est l'émotion qui décrit l'ouverture problématisante du sujet à la question ontique, ontologique, à la question de l'être. Et donc, la possibilité de réfléchir sur l'être se situe justement dans ces sentiments d'angoisse. Mais l'angoisse, elle est très importante aussi dans la réflexion d'autres penseurs. Je pense à Kierkegaard, où l'angoisse est en relation avec la liberté. Je pense à Sartre, où l'angoisse est posée dans une relation dialectique avec la responsabilité. Et je pense à la psychanalyse, par exemple à Freud ou Lacan, où les désirs et les manques entretiennent une relation fondamentale aussi avec ces émotions de l'angoisse. Donc, je dirais qu'il y a une sorte de privilège philosophique de l'angoisse. Et l'angoisse serait l'émotion qui nous mène à penser, qui nous force à penser. Et par contre, aujourd'hui, il y a un privilège par rapport à la question de l'anxiété qui est de tout autre signe. On ne connote pas positivement l'anxiété, on a plutôt la tendance à lui donner une connotation pathologique. On ne pense pas que de cette anxiété qui vient des réseaux sociaux, on puisse arriver à élaborer une pensée, à se questionner sur nous-mêmes. Donc, d'un côté, ce que je chercherais à faire aujourd'hui, ce serait de montrer pourquoi on pense ça, pourquoi on lui donne une connotation négative. Et de l'autre, ce que j'aimerais faire, ce serait aussi d'essayer de voir si on peut donner une connotation, je ne dis pas positive, mais on peut situer dans cette émotion d'anxiété et dans la possibilité de entre guillemets, de la soigner, de s'en prendre soin, je dirais mieux que la soigner, parce que je ne veux pas non plus rentrer dans un discours de pathologisation excessive, mais en se prenant soin de cette anxiété, en la déconstruisant, voir si on peut développer une pensée à partir de ça. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. C'est vrai qu'on entretient un rapport assez ambivalent aux réseaux sociaux, puisque d'un côté, nous sommes nombreux et nombreux à ressentir une attirance irrépressible pour voilà, ce scroll infini, et de l'autre, ça produit inévitablement une énorme frustration. Finalement, pourquoi ce rapport ambivalent ? Je dirais que les médias numériques et les réseaux sociaux en particulier fonctionnent. C'est très célèbre avec cette dynamique disons de accrochage. On est accroché à ces médias, on est invité à les utiliser toujours plus. Et ce type d'accrochage fonctionne en deux manières principales. Disons, en utilisant évidemment dans les deux cas l'aspect émotif, affectif, notre relation affective avec ces technologies, mais elle peut le faire en exploitant les émotions positives, donc avec une sorte de récompense. C'est qu'en anglais, on dit reward, donc le fait de récompenser l'usager pour être en ligne, pour utiliser la plateforme. Ou de l'autre côté, et il paraît que ça marche encore mieux. On l'a vu avec les révélations qui ont été faites à propos de Facebook il y a quelques semaines, avec des émotions négatives. Si on utilise les émotions négatives pour accrocher les sujets, on va sans aucun doute obtenir des résultats encore plus positifs. C'est comme si... on parlait avant de la différence entre anxiété et angoisse. Si l'angoisse est quelque chose qui met en lumière l'insécurité du sujet face à des questions qui se posent, comme pourquoi je suis là, cette même insécurité est exploitée par les réseaux sociaux pour
nous faire jamais sentir adéquats par rapport aux autres, aux attentes de la société, aux attentes des autres, aux attentes de nous-mêmes qu'on développe à partir de tout ça. Et donc, il y a ce phénomène qui est décrit comme hook en anglais, de justement accrocher, mais par le biais des émotions négatives qui peuvent nous inscrire dans un loop. Une boucle. Une boucle, exactement. Dans une boucle de... sans fin. Dans une boucle sans fin. Et si je me fais un peu l'avocat du diable, l'avocate, soyons inclusifs, cette façon de baigner finalement toujours dans les émotions, est-ce que ce n'était pas justement la mort de la pensée, si on en revient à ce que vous expliquiez sur la philosophie qui n'aime pas beaucoup les émotions? Alors là, je ne sais pas, parce que je dirais que ce qui est très intéressant et qui était mis en évidence par les neurosciences est que tout processus cognitif ont une base émotionnelle, on pourrait dire, et plus largement ont une base motrice. Donc, on a toujours eu la tendance à séparer la pensée du corps et à situer les émotions dans le corps ou dans une partie de l'âme qui était plus liée au corps, mais en effet, c'est le corps et c'est, disons, cette partie de l'esprit, on pourrait dire, pour utiliser un terme que ça marche encore aujourd'hui, qui est lié au corps, qui nous permet ensuite de développer des pensées. Mais en effet, cette boucle qu'on décrivait avant, elle est justement pensée pour ne jamais nous donner la possibilité de rester seul dans un état d'une certaine manière contemplative et ainsi faisant, commencer à penser. Il y a des réflexions qui sont faites par Byung-Chul Han, qui est un philosophe coréen, disons, qui enseigne en Allemagne depuis longtemps, qui met en évidence comment la nuit était une émotion fondamentale à la philosophie, parce que c'est justement quand on s'ennuie qu'on est forcé d'une certaine manière à réfléchir, à penser, et on va stimuler notre imagination, et aussi une imagination philosophique. La contemplation qui est à la base de comment on a produit la culture occidentale jusqu'à aujourd'hui avait dans la nuit un élément fondamental. Après, c'est vrai aussi que c'était comme ça parce que les philosophes souvent avaient la chance de ne pas devoir travailler. Donc, il est évident qu'il y avait aussi ce privilège. Ça aide beaucoup à pouvoir réfléchir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces technologies et ces rapports d'accrochage qu'on décrivait avant est précisément pensé pour ne pas laisser quelqu'un s'ennuyer face à son téléphone. Donc, au moment où on commence à s'ennuyer, on sort le portable, on les regarde, et là, on rentre dans cette boucle. Une boucle qui est quand même ennuyante, parce qu'à un moment donné, on en a marre d'être sur les réseaux, mais on n'arrive pas à se détacher. Et là, c'est un des problèmes. Et quand vous dites l'ennui, avec votre léger accent, j'entends la nuit, et je trouve que c'est en lien aussi, parce que la nuit, qui était un espace de rêverie ou d'ennui ou de vide potentiellement fertile, et bien c'est aussi un moment où, même en cas d'insomnie, on va être très tenté de sortir un téléphone et de se replonger dans cette boucle d'agitation émotionnelle et visuelle qui nous empêche quand même, au fond, qui peut nous empêcher de penser. C'est très vrai. Et les mêmes études qui parlent d'anxiété par rapport surtout aux jeunes générations et à l'utilisation de médias numériques nous disent que le manque de sommeil est un autre phénomène qui est lié à cet usage. Parce que justement, avant de s'endormir, cette inquiétude qu'on peut ressentir et qui avant peut-être nous faisait commencer à rêver des choses, on va chercher à la résoudre en sortant le téléphone. On ne sait pas si l'anxiété est un effet du manque de sommeil ou c'est l'inverse. Mais évidemment, les choses sont en relation entre elles. Et donc, au-delà du lien causal qui n'est pas, à mon avis, très important, il est intéressant de réfléchir sur l'écologie de ce système, de mettre ensemble l'élément technologique, les états affectifs qui sont en lien avec cet élément technologique et nous-mêmes là-dedans, notre corps évidemment et nos pensées aussi, nos émotions. The Conversation France. Il y a aussi une autre difficulté, c'est que finalement ces réseaux sociaux, ils nous imposent des standards à travers différentes images, notifications. Il y a aussi un feedback constant
à notre sujet finalement, ou au sujet de ce qu'on aime. Est-ce que ça, c'est de nature à produire de l'anxiété aussi? Ah, tout à fait. Alors, les neuroscientifiques nous diraient que un rôle fondamental dans ces processus est joué par la dopamine qu'on produit lorsqu'on reçoit des notifications. Et c'est la raison pour laquelle les notifications nous font tellement plaisir. Parfois, on les entend ou on les sent si on a la modalité vibration, même si elles ne sont pas là parce qu'on les désire. Plusieurs études sociologiques nous montrent comment l'anxiété serait liée en fait, en réalité, à cette confrontation continue qu'on a avec les autres et au fait que le désir d'être apprécié par les autres se conjugue à la difficulté de se situer au même standard que les autres, qu'on voit des autres, parce que aussi on est tous et toutes poussés à montrer ce qu'il y a de mieux sur Internet. Il semble que les réseaux sont faits pour ça. Et justement, là, il est inévitable de faire référence, si on veut, à la psychanalyse et à l'idée des grands autres, si on veut le dire avec Lacan, ou de idéal du moi, si on veut le dire plutôt avec Freud, à savoir de cette instance symbolique qui représente justement les attentes de la société sur moi. Ce sont des attentes qui me font souffrir parce que l'idéal du moi, les grands autres, agit en collaboration avec ce qu'on appelle les surmoi, qui serait plutôt une agence assez perverse qui nous propose une autorité, oui, et qui nous force avec des injonctions très percutantes à rejoindre certains standards qui seraient quand même jamais joignables. Ça, c'est la chose fondamentale. Ce n'est pas les standards en soi. Le problème, c'est qu'on est toujours poussé vers quelque chose qu'on peut pas rejoindre. En fait, ce rapport aux réseaux sociaux, il perturbe, ou en tout cas, il transforme notre rapport à l'identité. Et si j'ai un compte Instagram, un compte Facebook, un compte sur Snapchat, etc., finalement, je démultiplie les expressions de mon individualité. Et ça peut aussi produire une forme de conflit intérieur. Oui, je pense que l'une des manifestations les plus célèbres de cette anxiété est justement celle qu'on appelle FOMO, ou FOMO, Fear of Missing Out, la peur de se perdre des opportunités, des événements, de rater quelque chose, justement. La peur de rater quelque chose. Et cette peur de rater quelque chose est liée avec une multiplication des possibilités qui est opérée par les virtuels. Les virtuels est un mot qu'on a toujours utilisé dans la culture occidentale pour décrire un peu ce qui étaient les potentiels. Ce serait un synonyme, les possibilités qui ne sont pas forcément actualisées, mais qui seraient là. Et cette multiplication, bien évidemment, est liée à ce que vous disiez avant, une multiplication aussi de l'identité. Parce qu'on est engagé sur plusieurs plateformes avec plusieurs profils qui nous demandent de s'engager dans des relations avec des modalités spécifiques. Parce que chaque relation est d'une certaine manière décrite. Les modalités de chaque relation sont décrites par la technologie ou la plateforme ou l'interface qu'on utilise. Parfois, on interagit avec la même personne, par exemple, à travers des réseaux sociaux différents et l'interaction est tout à fait différente. Si on commence à interagir plutôt par photo, ça peut passer par Instagram ou juste par réaction, mais après, si un dialogue commence, on préfère passer sur WhatsApp, par exemple. Et l'autre aspect est aussi justement lié au fait que on peut interagir avec plusieurs personnes en même temps, ce qu'on ne peut pas faire pendant un dialogue, une discussion. On est forcé de parler avec 2, 3, 4, même 10 souvent, mais là, on peut vraiment en même temps entretenir des relations très différentes, avec des modalités très différentes, avec beaucoup de monde. Et cette chose est difficile à gérer. Elle n'est pas... Moi, je ne pense pas que ce soit, entre guillemets, contre nature. Je pense que l'être humain, il développe toujours plusieurs relations et que l'identité est le résultat de ces relations, mais il est évident que là, ça devient difficile. À savoir, quand on a commencé à utiliser Internet, on avait l'impression qu'Internet, c'était un peu comme une deuxième réalité. Au moment donné, un des sites les plus en vogue était Second Life, qui avait dans le nom le fait que Internet était un monde parallèle. On ne donnait pas notre nom sur Internet, on avait un peu peur.
Par contre, aujourd'hui, on a vu, et la pandémie a accéléré encore plus ce processus de création d'une identité qui couple l'identité virtuelle et l'identité physique. Et donc, si d'un côté, les technologies multiplient l'identité, de l'autre, les logiques qui gouvernent les technologies nous forcent à rester dans une seule identité qui couple l'identité virtuelle et l'identité physique. Et cette tension entre les deux, je pense, qui est vraiment à la base de l'anxiété. Alors peut-être pour conclure, comment résoudre ces tensions? Entre la possibilité de plusieurs individuations, de plusieurs identités, et l'effet d'être ramené à une seule, est exactement la même dynamique qui, pour le philosophe français Gilbert Simondon, est à la base de l'angoisse. Et là, on revient, on fait une petite boucle. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il dit l'angoisse est cette émotion qui se présente dans les sujets lorsqu'il réalise qu'il a, lui, il appelle une charge pré-individuelle. Mais qu'est-ce que c'est cette charge pré-individuelle? Il a des potentialités qui, même bien au-delà de son individuation, donc de ce qui, en fait, il est en train de réaliser, elles vont rester toujours, elles vont l'accompagner toujours. Et donc, il y a toujours du virtuel, il y a toujours des potentialités qui pourraient être actualisées. Et les sujets qui souffrent d'angoisse est quelqu'un qui pense de devoir résoudre cette charge pré-individuelle, ces potentialités, seulement dans son individualité, dans soi-même. Donc, il ne sort pas de soi-même. Et ça devient trop. Et donc, ça cause de l'angoisse. Donc, c'est intéressant parce que le philosophe Simondon ne donne pas un privilège positif à l'angoisse, mais il dit non. Le problème de l'angoisse, c'est qu'on reste renfermé sur soi-même. Et alors, la manière de dépasser cet état d'angoisse serait justement de s'ouvrir à ce qu'il appelle le transindividuel, serait le collectif. Serait une dimension où on interagit avec les autres, où on a des relations avec les autres et où ces, disons, potentialités se résoudent dans des effectives relations. Alors pourquoi je dis effectives? Parce que le paradoxe des réseaux sociaux aujourd'hui, qui s'appelle justement réseaux sociaux, pourrait être celui de se renfermer trop sur une logique individuelle et de ne pas nous permettre de développer des relations qui deviennent constituantes de mon identité. Donc remettre du collectif dans les réseaux sociaux, voilà un beau projet. Merci de nous avoir éclairé sur notre réalité, nos réalités numériques, Jacopo Bonini. Merci à vous. Merci. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.